On va commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle séance du webinaire ADEL. Alors, quelques mots avant de laisser la parole à Orseguier, quelques mots pour présenter le réseau ADEL pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. ADEL, c'est un acronyme, Archives, Documentation, Langue de France. Alors, si je commence par la fin, Langue de France, le réseau qui a été créé en 2022, on a pris le parti de prendre comme périmètre les langues de France en métropole et dans les départements et territoires d'outre-mer, donc archives et documentation, et le premier terme, recherche, puisque dès l'origine, on a eu l'appui et un soutien fort et une présence assez forte de chercheurs à nos côtés, en appui pour la documentation, pour la contextualisation et pour la valorisation des fonds. Le réseau ADEL a pour ambition de réunir des structures documentaires et archivistiques qui œuvrent d'une manière ou d'une autre dans le domaine des langues de France, avec plusieurs objectifs: constituer un espace d'échange et de discussion, mutualiser les compétences et les connaissances et partager les bonnes pratiques, ce qui est l'occasion notamment dans un webinaire tel que celui-ci, et enfin à moyen terme de mettre en place et de mener des projets communs. Je le disais tout à l'heure, cette initiative a été lancée en 2022, conjointement par le CRBC à Brest et le CIRDOC à Béziers. Concrètement, le réseau ADEL, c'est une liste de diffusion qui comprend des chercheurs, des professionnels de documentation et de l'archivistique. Ce sont également des rencontres professionnelles annuelles qui sont déroulées, une à Brest, l'autre à Béziers et l'an dernier à Strasbourg, et qui nous ont permis de comprendre et de bien mesurer les spécificités des langues de ces différents territoires. Et enfin, c'est un webinaire depuis 2024, comme je disais tout à l'heure à Orseguier, du fait de la singularité de ce réseau qui est éclaté sur le territoire national. L'idée de webinaire a été mise en place en 2024, et là, on est aujourd'hui à la séance numéro 4. Donc, on a déjà eu l'occasion de discuter de l'intelligence artificielle et des langues de France, notamment avec Mélanie Jouiteau, c'était la première séance. On a aussi parlé de la problématique des dons, les dons dans les bibliothèques et les centres d'archives, comment opérer. Et enfin, tout récemment, et Anne-Laure Vétiard est là, c'était l'occasion pour elle de nous présenter la langue galaise. Donc aujourd'hui, au programme, une séance intitulée Du traitement documentaire aux technologies langagières, l'Occitan face aux défis du numérique. Et Orseguier, que je remercie au nom du réseau ADEL, vous êtes donc responsable du pôle informatique de l'Ou-Congress, et vous allez nous présenter les principales émissions et réalisations de cet organisme qui travaille autour de l'Occitan, avec un focus particulier sur les travaux que vous menez, notamment dans le domaine du traitement automatique des langues. Peut-être que pour commencer, Or, vous pourriez nous présenter l'Ou-Congress. Alors, deux points peut-être avant de vous laisser pleinement la parole. Donc, cette présentation va se faire en plusieurs parties, en plusieurs temps. Et voilà, il y aura à chaque fois un temps de questions, de remarques qui sera laissé aux participants du webinaire. Dans ces cas-là, soit vous prenez la parole en levant la main, peut-être, ou bien dans le chat. Il y a aussi le chat qui peut permettre de poser des questions par écrit. Et second point, cette séance du webinaire va être enregistrée pour être mise en ligne sur le carnet de recherche du réseau ADEL. Donc, si vous ne souhaitez pas y apparaître, ou si vous voulez, du coup, vous pouvez soit couper votre caméra, soit intervenir par le chat. Et je continue d'accepter quelques personnes dans la salle d'attente. Et peut-être très rapidement, avant de vraiment vous laisser la parole, Or, peut-être faire un tour d'écran, que chacun se présente, nom et institution, pour que vous mesuriez, Or, un petit peu la diversité des intervenants. Donc, si vous le voulez bien, je vais faire passer. En haut à gauche, pour moi, c'est Anne-Laure. Donc, Anne-Laure, est-ce que tu peux te présenter? Alors, on ne t'entend pas, Anne-Laure. Alors. Bon, alors on te laisse gérer et on te reprend après. Donc le CIRDOC, on vous écoute. Bonjour à tous. Oui, on est le CIRDOC à Béziers, le Centre international de recherche et de documentation occitane. Je suis Maëlys Muller, je suis la responsable des fonds iconographiques. Je suis accompagnée de deux collègues que je laisse se présenter.
Mathias, je suis l'archiviste ici. Bonjour, donc moi je suis Sophie Garcia, je suis responsable de l'information et de la documentation numérique. Merci. Muriel Baldelli. Oui, bonjour. Donc, je travaille à la Bibliothèque d'études et du patrimoine. Je suis chargée des collections régionales à la bibliothèque. Merci. Isabelle. Mais comme Muriel, Bibliothèque d'études et du patrimoine à Toulouse, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et moi, je suis responsable effectivement du service de la documentation régionale, et donc avec les fonds également en occitan que nous avons à la bibliothèque. Merci. Alors, Dominique, pardon, excusez-moi, Argiriades, pardon. J'ai écorché, excusez-moi votre nom. Oui, mais j'ai l'habitude. Excusez-moi. Vous m'entendez? Très bien. Voilà, donc Dominique Argiriades, voilà, comme ça s'écrit. Je suis professeur de lettres à la retraite. J'étudie en ce moment depuis quelques années l'occitan et j'ai toujours été intéressée par les langues de France. Donc là, c'est à titre personnel hein, que je m'intéresse à tout ça. Très bien, merci, bienvenue. Je vous en prie. Olivier Angelère. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ça fonctionne? Ok, donc moi je suis le directeur de l'Agence régionale de la langue picarde. Juste pour vous dire, je suis dans un lieu public, donc je ne prendrai pas la parole. Hein, je réagirai par le chat. Très bien, merci. Sandrine Cabane, Crestia. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chef de service ressources et collections. Donc, sous ce titre, j'ai en charge la politique documentaire de la Bibliothèque des Gaves et de son réseau de lecture publique sur le territoire du Haut-Béarn, autour d'Oloron-Sainte-Marie. Et en même temps, je suis en charge de la Villa Bedate, qui est le centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn. Et pour les deux entités, j'ai différents outils et en particulier un fonds en langue béarnaise relativement important et également j'anime la bibliothèque numérique des Pyrénées béarnaises. Merci. Vicenne Rouet. Oui, moi je suis donc Vicente Rouet, directeur du pôle études et développement de l'Office public de la langue bretonne. Merci. Alors, j'ai Serge, je n'ai pas plus que Serge. Alors, votre micro n'est pas ouvert. Bonjour, Serge Penin. Bon, moi, je suis donc représentant de l'association Tutabé qui travaille avec le CIRDOC sur certaines problématiques, notamment des présentations de films en occitan, voilà, et puis très intéressé par l'occitan, la langue et son maintien dans un environnement difficile, voilà. Merci. Christophe Cognard. Oui, bonjour à tous. Donc Christophe, je suis responsable de fonds local et de l'acquisition à la médiathèque de Carcassonne. Également responsable de la presse de conservation à la bibliothèque intercommunale de conservation. Et je salue l'équipe du CIRDOC, puisqu'on est récupéré une exposition, donc c'est le vernissage ce soir. Et donc je verrai notamment Maëlys Muller pour Confirme. Doc. Voilà. Merci. Anne-Claire. Oui, bonjour à tous, je suis Anne-Claire, à tous et à toutes, je suis Anne-Claire Simon-Soundira, je suis documentaliste au Centre de recherche bretonne et celtique à Brest. Merci. Gwenaël. Bonjour à toutes et tous, Gwenaël Carvou, documentaliste pour l'association Bretagne Culture Diversité et plus particulièrement en charge du portail documentaire Bretania. Merci. Alors Gilles. Oui, bonjour, je suis Gilbert Mercadier, le président du Congrès permanent de la langue occitane. Je viens pour apprendre, je viens pas comme président, je viens comme pour écouter et mieux comprendre le travail que fait notre remarquable Laure Rosseguier. Très bien, merci. Jean-Baptiste. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Pressac.
Je suis responsable de diffusion de corpus numérique et de base de données au Centre de recherche bretonne et celtique à Brest. Merci. Maxime Manette. Oui, bonjour, Maxime Alette, Office public de la langue bretonne, chargé de mission enseignement. Merci. Alors, Jordan Saïssé. Bon, je passe à Sabrina Abadi-Blondy. Oui, bonjour, donc Sabrina Badi-Blondy, je suis responsable du service patrimoine des médiathèques de Carcassonne-Agglo je suis présente à titre aussi privé puisque je viens d'entamer une thèse sur les manuscrits Doc et Doyle conservés dans les établissements publics de Suède. Très bien, merci. Emmanuel Hervé. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignante. J'apprends l'occitan cette année dans le but de l'enseigner ensuite. Et donc, j'utilise beaucoup les outils d'Orseguier. Et je suis venue par curiosité pour voir comment ça fonctionne. Parfait, merci. Marie-Alice. Oui, bonjour. Donc Marie-Alice Le Corvec, je suis archiviste au Centre de recherche bretonne et celtique de Brest. Merci. Landwen Cor. Je suis gestionnaire de données à l'Office public de la langue bretonne. Merci, bonjour. Et donc Jeanne-Marie Vazel. Bon. Et donc nous avons également Émilie Gorniat qui travaille. Je ne sais pas si elle peut prendre la parole parce qu'elle m'avait dit qu'elle était dans un train. Oui, je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez. On m'entend très bien. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Alors moi, je capte un peu crypté, mais oui, je suis dans un train, donc je ne prendrai pas la parole, mais je vous écoute et je suis responsable des fonds patrimoniaux à la médiathèque de Bayonne. Très bien, merci. Bon, voilà, Orseguier, c'était pour faire un rapide tour. Ça a pris un peu de temps, mais ça vous permet de voir un petit peu la diversité des participants à ce webinaire. Donc maintenant, à vous la parole. Anne-Laure, peut-être, Oui, est-ce Anne-Laure, que tu as pardon, récupéré excuse-moi, ton Anne-Laure. micro? Toujours pas. Bon, Gwenaëlle, vas-y, présente Anne-Laure. Alors, Anne-Laure Vétillard est documentaliste à Chubry, qui est une association de promotion et de défense de la langue galaise en Bretagne. Car en Bretagne, on a deux langues, le breton à l'ouest de la région et la langue galaise, le gallo, à l'est. Merci, Gwenaëlle. Alors, Orseguier, c'est à vous maintenant. Ah oui, alors je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui. Alors, je vais présenter rapidement ce qu'est l'occitan, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent, donc je vais aller plus vite que prévu. Et je vais surtout insister sur les problématiques qui concernent après notre travail en aval. Alors, l'occitan, donc, c'est un espace linguistique qui s'étend sur 3 États, 14 millions d'habitants, 190 000 km². Donc, vous voyez que c'est quand même un très grand espace. On est la langue régionale de France, je pense, avec le plus gros espace géographique. Il est divisé en 6 grandes variétés. Donc, ça veut dire des différences syntaxiques, des différences de prononciation, des différences de vocabulaire aussi, de conjugaison, qui sont quand même assez marquées. Pour donner une idée, il y en a encore plus qu'entre le français de France et le français du Canada. C'est une langue romane. Ça reste quand même une seule langue et elle est centrale en Europe géographiquement, donc elle permet quand même de comprendre facilement d'autres langues comme le catalan, l'espagnol, l'italien, c'est assez intéressant. C'est une langue minorisée et peu dotée en ressources langagières, ça je pense que tout le monde ici connaît un peu le problème. J'y reviendrai quand on parlera de traitement automatique des langues. Mais c'est une langue qui est enseignée, qui a de la recherche, on l'a dans les écoles, les collèges, lycées, universités. Il y a des emplois, des médias et des politiques linguistiques qui sont menées. Pour résumer en quelques mots l'histoire de la langue occitane, elle était parlée partout en Pays d'Oc au Xe siècle. On connaît tous les troubadours qui ont fait connaître la langue au niveau européen. C'était une langue littéraire, une langue écrite à ce moment-là. Ensuite, il y a eu pas mal de choses qui ont fait baisser
le nombre de locuteurs, ou en tout cas sa pratique. La croisade contre les Albigeois notamment, où des gens plutôt de Pays d'Oil ont envahi les Pays d'Oc, donc avec les mélanges que ça suppose. La Révolution française, avec la République une et indivisible, et en soi, du coup, la langue, la nouvelle perception de la langue qui était mise un peu sur un piédestal et qu'il fallait pas trop abîmer, qui était menacée par les patois, avec l'abbé Grégoire qui a souligné la nécessité d'anéantir les patois. On a donc interdit les patois à l'école. Après, il y a eu l'école obligatoire. Donc là, de plus en plus de gens ont appris le français. Tout le monde a appris le français. Et après, le début un peu du revivalisme de la récupération, avec notamment le Félibrige en 1854, où ils ont voulu, c'était un mouvement qui a voulu se réapproprier la langue. Tout le monde connaît Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel de littérature pour une œuvre en occitan. Donc, ils ont voulu se réapproprier la langue, en refaire quelque chose de valorisé, notamment via la littérature, mais aussi les traditions culturelles, ce qu'on appellerait aujourd'hui le PCI. Euh, bon, il y a eu encore après, au XXe siècle, des choses qui ont fait baisser la pratique. Il y a eu la guerre de 14, où des gens de un peu toutes les régions, notamment des gens ruraux, des paysans, se sont retrouvés sur le front. Ils devaient parler français entre eux pour échanger, parce qu'on a mélangé des gens venus un peu de tous les coins. L'exode rural, la langue étant plus pratiquée à la campagne, ben, le fait d'aller vivre en ville, ça a baissé encore la pratique. La télévision, les médias, la radio, tout ça qui ont diffusé beaucoup le français. En 1945, on a la fondation de l'IO, l'Institut d'études occitan, qui, comme le Félibrige, a voulu revaloriser la langue, travailler à sa diffusion et à sa sauvegarde. Donc, eux, pareil, à travers la littérature au début, et puis il y a eu assez vite tout ce qui est musique qui s'y est mis. On a eu un courant qu'on appelle la Nobokansu, qui est représenté par des gens comme Nada, ou Claude Marty ou Mas de Brèche. Donc, c'est passé par la scène aussi, et le militantisme. Donc, d'aller interpeller les élus. Après, il y a eu la période Mitterrand avec les radios associatives, des lois qui sont passées comme ça, qui ont permis aux militants de s'emparer de ces choses pour faire vivre la langue occitane. Donc, on a eu notamment la création des écoles calandrettes immersives en langue occitane, puis après des écoles bilingues. À la fin du XXe, on a vu arriver donc dans l'occitan qui a pris quand même une place intéressante dans l'enseignement, dans la vie associative, et un début de reconnaissance publique qui s'est poursuivi au XXIe siècle. On a eu une prise de conscience sociale, des gens qui se sentaient pas concernés par la langue, pour qui c'était un peu une langue de vieux, aujourd'hui, sont quand même plutôt favorables à ce qu'on on la diffuse, qu'on la sauvegarde. Ça, c'est assez récent. Il y a eu des politiques linguistiques qui ont été mises en place au niveau plutôt local, donc région, département, mais des politiques linguistiques structurées avec des moyens derrière insuffisants malheureusement, mais quand même il y en a eu. Donc là, ça a donné une vie culturelle dynamique. Et au niveau de la population non militante, on va dire, des représentations très positives par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a 30-40 ans. Et enfin, il y a eu le numérique qui est arrivé, qui a permis une socialisation ou des diffusions plus efficaces, parce que là où on touchait que les gens autour de nous, avec le numérique, on peut toucher des gens très loin. Donc là, on a une télévision sur le web, on a les radios maintenant qui sont aussi en ligne. On a du doublage de films, on a les outils du Congrès, donc dans tous les domaines, on a une médiathèque numérique. Donc on voit que le numérique a permis justement de mettre à disposition davantage de ressources et a beaucoup aidé à la diffusion de la langue. On a quelques chiffres sur la langue dans la population. C'est l'Office public de la langue occitane qui, en 2020, a fait une enquête sur la Nouvelle-Aquitaine, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, d'après cette enquête, 7% des habitants de ces régions parlent la langue, 21% la comprennent bien, 15% la comprennent un peu, et 92% sont en faveur de son développement. Donc, on voit que même si les gens ne parlent pas ou ne comprennent pas la langue, ils veulent quand même ils trouvent que c'est quelque chose d'intéressant pour leur territoire. Alors, la question du nom de la langue.
Parce que moi, je vais dire occitan pendant ce webinaire, c'est le nom qu'on utilise au congrès, mais en fonction des vécus des gens, du lieu où ils habitent, tout ça, il peut y avoir plusieurs mots. On voit que le mot patois est encore malheureusement très utilisé. Alors, pour certains, il y a encore le sens péjoratif qu'il avait à l'époque, mais il y en a d'autres, ils se le sont appropriés, ils en ont fait quelque chose de moins dévalorisant. Occitan est beaucoup utilisé, Languedoc un peu moins, et puis en fonction des lieux, on peut avoir Béarnais, Gascon, on a Provençal en Provence. Bon, là, c'était pas le territoire de l'enquête, donc c'est pas apparu. Donc, on a beaucoup de noms, ça peut poser problème des fois parce qu'il y a des gens qui. Ça crée des confusions et des gens pensent que c'est pas la même langue, alors qu'en fait, si, c'est juste la manière de la nommer qui est différente. Bon, d'autant plus que des fois, il y a des fractures entre générations. Il y en a qui vont l'appeler béarnais et qui vont être locuteurs natifs. Il y en a qui vont l'appeler occitan au même endroit qu'ils l'ont appris à l'école. Donc en vrai, ils n'auront pas les mêmes mots puisque c'est, enfin, entre un locuteur qui l'a eu à la maison et quelqu'un qui l'a appris à l'école, on ne parle pas exactement pareil. Donc ils diront c'est des langues différentes, alors qu'en fait non, c'est juste la même langue parlée par des personnes différentes. Et comme s'ajoute la question de la variété, on a une langue qui peut bouger d'un village à l'autre. On a des mots différents. C'est pas quelque chose qui est commun, qui est compréhensible, comment dire, par des Français, parce que le français est quand même une langue extrêmement standardisée, ou en tout cas officiellement. On a un peu les mêmes mots partout, on a plus trop, même les accents sont en train de se gommer. Donc les gens ont du mal à comprendre que si, on peut utiliser des mots différents, mais ça reste la même langue, alors qu'en fait, en vrai, il y a énormément de langues qui fonctionnent comme ça dans le monde. Et du coup, pour des Français, c'est compliqué à comprendre cette diversité au sein d'une langue. Au niveau de la situation légale, je vous ai mis ici quelques dates. Alors, au Val d'Aran, ça a été reconnu très tôt. Puis après, dans toute la Catalogne, ça s'est étendu. En Italie, ils l'ont reconnu dans la Constitution. En France, on a l'article 75.1 de la Constitution française qui dit que les langues de France sont patrimoine de la France, mais qui en vrai n'impose aucune obligation de sauvegarde ou quoi que ce soit. Donc c'est libre à l'interprétation de chacun. Ce qui compte beaucoup, c'est les politiques linguistiques menées par les collectivités territoriales qui, elles, on le voit parce qu'en fonction des territoires où il y a eu des politiques linguistiques et ceux où il n'y en a pas eu, on voit quand même une sociabilisation de la langue et un nombre de locuteurs qui varie énormément. Je vous ai mis ici un exemple des variétés de l'occitan, comme ça vous pouvez voir les différences, parce qu'on y reviendra tout à l'heure quand je parlerai des outils numériques. Donc le congrès se reconnaît 6 grandes variétés avec des sous-variétés à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a quand même des choses qui peuvent changer assez drastiquement. En plus de ces 6 grandes variétés, on a la question des graphies. Donc, il y a eu 2 grands courants. Il y a eu le courant mistralien-phébusien. C'est à l'époque où, en fait, il y avait encore beaucoup de locuteurs natifs. Et le Félibrige, par exemple, a voulu revitaliser la langue, seulement elle s'enseignait pas à l'école. Donc, il voulait que les gens qui étaient locuteurs et qui avaient été scolarisés en français puissent lire la langue. Donc, ils ont mis en place une graphie qui est basée sur le français. Par exemple, on entend OU, on l'écrit OU. Et c'était tout à fait adapté à ce but. Donc, l'objectif, c'était ça, c'était que des gens puissent du jour au lendemain, sans avoir appris la langue de manière scolaire ou que ce soit, puis, alors qu'ils la parlaient, puissent lire. Alors qu'au début du XXe, on a eu, enfin au milieu même plutôt, on a eu la graphie classique qui est arrivée, qui elle reprenait plutôt la graphie des troubadours et est peut-être plus pensée pour l'enseignement, notamment quand on entend ou, ça s'écrit o parce que c'est comme ça que ça s'écrit au niveau étymologique et ça permet que des radicaux ne changent pas. Par exemple, un verbe conjugué, on passe de o accent grave à o. Le radical bouge moins que si on a rajouté un U. Donc, c'est plus pensé pour une cohérence étymologique et une inscription au sein de toutes les langues romanes. Quand on lit la graphie classique de l'occitan, c'est très facile après de lire l'espagnol, l'italien, le catalan, parce que les racines sont un peu les mêmes. Donc, on a ces 2 graphies qui cohabitent aujourd'hui. Et on va voir après pourquoi ça pose problème quand on a besoin de constituer des corpus, par exemple, pour les intelligences artificielles, si tous les textes un peu anciens, une grosse partie des textes qu'on a sont en graphie mistralienne ou phébusienne, donc on ne peut pas forcément les utiliser tels quels.
Je vous donne un exemple de graphie classique et fébusienne, donc en occitan gascon. Vous pouvez voir aussi les différences. Donc voilà, une graphie qui est plus phonétique et une qui est plus étymologique, on pourrait dire. Donc voilà, j'ai fini la partie sur la langue occitane. Avant de passer à la présentation du congrès, on va peut-être regarder s'il y a des questions. Alors, je sais pas, il n'y a pas vraiment de questions. Alors, dans le chat, je voyais donc Olivier Angeler hein, qui disait qu'il était dans un espace public, donc difficile pour lui de prendre la parole. Note ceci, cette notion d'invasion des gens du pays d'Oil serait peut-être à nuancer. La réalité du 13e est plus complexe. Oui, c'est extrêmement schématique. Je vous ai dit que c'était bref. Après, voilà, c'est en tout cas, c'est des gens qui parlaient une autre langue de l'occitan, qui sont venus à cause de la croisade et qui, pour certains, se sont installés sur place après. Et voilà. Après, je vous avoue que c'était pas moi qui devais faire cette partie de la présentation, donc j'ai peut-être quelques lacunes. Très bien. Isabelle? Ouais, moi je voudrais revenir sur l'enquête linguistique que vous avez effectuée en 2020. C'était juste pour vous signaler, alors je ne sais pas s'il y a un intérêt particulier, mais je vous le signale quand même. En 2016, donc 4 ans plus tôt, j'avais reçu en stage une étudiante de l'université Jean Jaurès, qui était effectivement le travail sur l'occitan. Et on avait travaillé ensemble justement aussi sur une enquête langue occitane et bibliothèque. Et donc, on avait fait un questionnaire, 17 questions à peu près, pour leur poser des questions sur la langue, effectivement, et sur la connaissance des fonds qu'on pouvait avoir. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, vous, au niveau du congrès ou pas, parce que c'est quelque chose que je peux vous envoyer ou à d'autres, si ça intéresse d'autres personnes ici présentes, sur effectivement la participation et puis la connaissance de la langue et des fonds aussi, parce que une langue, elle se parle, mais on a aussi, nous, de la documentation en bibliothèque. Et la grande question, c'était de savoir effectivement si on... C'est dur ce que je vais dire, mais si on met les moyens et on continue à acheter en quantité des ouvrages qui sont finalement peu regardés, peu lus. Donc, c'est aussi toute une réflexion sur nos politiques d'acquisition qu'on peut aussi avoir dans nos structures municipales en lien avec la langue occitane. Donc voilà, si jamais l'enquête intéresse quelqu'un, je peux vous envoyer après coup, si vous Ah, moi, voulez. je veux bien. Merci. Moi D'accord. aussi, d'ailleurs. Aussi Enfin, au Surdoc. si elle va au congrès, je l'aurai aussi. Ouais, d'accord. Mais j'envoie au congrès et puis comme ça après, si vous voulez. Et au CIRDOC aussi. Et au CIRDOC, ok. Et la bibliothèque de Carcassonne est aussi intéressée. Et Carcassonne, ok. Une question toujours d'Olivier Angeler. Qui a financé l'enquête de 2020, là, cette enquête? Mais je pense que c'est l'Office public de la langue occitane qui l'a financé elle-même. Donc, c'est l'Office public de la langue occitane, c'est un organisme qui rassemble les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et je crois qu'il y a un peu de participation de l'État aussi. D'accord. Et alors, moi, du coup, si vous pouvez laisser cette planche or, ce serait intéressant, comme il y a pas mal de collègues de l'Office public de la langue bretonne, d'avoir un petit peu sur ces éléments-là, la compréhension de la langue, etc. Une comparaison avec la langue bretonne. Je ne sais pas si vous voulez intervenir ou pas, mais ça pourrait être intéressant de voir l'équivalent, ou est-ce qu'il y a l'équivalent où il y a forcément des enquêtes pour la langue bretonne? Je sais pas, Oui, je peux vous répondre Très bien. si vous souhaitez. Effectivement, il y a eu Merci. deux enquêtes sociolinguistiques financées par le Conseil régional de Bretagne en 2018 et 2024, donc à 6 années d'intervalle. Alors qu'ils sont sur un échantillonnage de 8000 personnes, donc c'est un échantillonnage intéressant, mais qui pourrait être aussi plus conséquent, mais ça nous donne quand même des données intéressantes sur le nombre de personnes qui parlent la langue. On était à un peu plus de 5% en 2018 et là on est sous les 3% en 2024.
Mais vraisemblablement, on a eu l'occasion d'échanger avec l'opérateur TMO. L'échantillonnage mériterait désormais d'être plus large, parce qu'il y a quand même cette évolution, nous sommes quand même assez abrupte. La baisse était attendue, mais pas en gros, on serait passé, selon cette enquête, de 220 000 locuteurs à 110 000 en 6 ans, ce qui semble quand même extrêmement étonnant au vu des données démographiques. D'accord. Et là, il y avait une question aussi en faveur de son développement. Est-ce qu'il y avait une telle question dans cette Oui, enquête oui, aussi? l'enquête comprend une soixantaine de questions, hein, et donc il y a une batterie de questions sur les locuteurs eux-mêmes, mais ensuite également beaucoup de questions sur ce que pensent les Bretons et les Bretonnes en général, qu'ils soient locuteurs ou pas. Donc il y avait des questions sur le développement, notamment de la signalisation bilingue, français-breton, et sur l'enseignement. Et donc sur l'enseignement, on est à trois quarts, en gros 74% des personnes qui sont favorables au développement dans les écoles, avec des données par pays, parce que c'est tout l'intérêt de l'étude, hein. C'est pas des données au niveau de toute la Bretagne, au niveau des départements. On a pu descendre au niveau des pays, voire des agglomérations qui sont assez semblables sur l'ensemble du territoire, autour de trois quarts. Et stable de 2018 à 2024. Ok, merci. Merci pour ces précisions. Anne-Laure? Alors, on t'entend toujours pas, hein. Peut-être dans le chat si tu as. Et donc, voilà, Isabelle, la bibliothèque de Carcassonne, je le disais tout à l'heure, Laurent Sainte-Marie et les archives départementales et Haute-Pyrénées sont également intéressés par le document. Ok. Alors, donc du coup, la question d'Anne-Laure est la suivante. Or, est-ce qu'il y a une graphie qui prédomine? Quand vous avez présenté tout à l'heure les trois graphies, est-ce que... Oui, je dirais aujourd'hui, c'est la graphie classique parce qu'elle est enseignée quand même dans toutes les écoles. Donc, dans les nouvelles générations, c'est clairement celle-là. C'est celle qui est utilisée par les médias mainstream, entre guillemets, pour les gros médias. Et la plupart des sites web sont aussi dans cette graphie. Par contre, toute la production ancienne, enfin, dans les bibliothèques, on va vraiment avoir les deux parce que tout ce qui est avant 1945 a été plutôt dans les graphies fébusiennes et mistraliennes. Ok. Merci. Peut-être qu'on peut passer du coup au volet suivant, Or. Ok, bon, ben, je vais vous présenter donc le Congrès permanent de la langue occitane. Alors déjà, on est une académie numérique de la langue. Donc, qu'est-ce que c'est une académie numérique? C'est-à-dire que on a un rôle de régulation, de préconiser les mots corrects ou de trouver les nouveaux mots, par exemple smartphone ou des choses comme ça. Mais au lieu de dire on va se mettre en haut d'une montagne et dire aux gens maintenant vous allez prononcer tel mot, on fait plutôt ce qu'on appelle la régulation par la production. C'est-à-dire qu'on crée des outils. Et on part du principe que si, par exemple, les gens sur le clavier prédictif de leur téléphone, ils ont vu un mot plutôt qu'un autre, ben c'est celui-là qu'ils vont utiliser. Ou que la langue qui sort du traducteur automatique sera celle qui va quand même donner un peu le ton à l'avenir, quoi. Donc, c'est régulation vraiment par la production. C'est les outils qui disent, qui diffusent les normes qu'on établit. On existe depuis 2011. Et dès le début, on était déjà dans le domaine du numérique. On a trois grandes missions, qui est donc la régulation linguistique, ce que je disais, les normes, de la recherche appliquée, notamment dans le domaine de l'informatique, et la socialisation linguistique, c'est-à-dire tout ce qui est la présence de la langue hors de l'école, en gros, hors de la transmission pure. Donc ça peut aller des panneaux de signalisation en occitan à des entreprises qui traduisent leur communication, les médias, tout ce qui est l'emploi de la langue en dehors de l'école. On a pour le moment, alors je crois que c'est pas à jour, on a un bureau en ce moment à Bordeaux en plus, donc on a 6 bureaux.
dans 3 régions différentes. Et on a 4 gros domaines. Donc, il y a l'administration qui gère le fonctionnement, tout ce qui est informatique, qui crée les outils, lexicographie, on travaille beaucoup ensemble, et socialisation linguistique avec un grand axe toponymie, c'est-à-dire les noms de lieux. Donc, on est 13 et en ce moment, on est 14 parce qu'on a un contrat court sur la toponymie dans 4 départements. Donc, bon, c'est un peu une obligation parce que, ben, notamment pour j'y reviendrai, les collègues sont en train de faire un grand dictionnaire, donc on veut que toutes les variétés soient représentées. Donc c'est vrai qu'il nous faut des personnes qui parlent un peu chaque variété. Donc de fait, on va les avoir un peu dans plusieurs endroits, zones géographiques différentes. Euh, Au niveau des services numériques, on a des applications. Je vous en présenterai certaines tout à l'heure. Donc un dictionnaire en ligne, un traducteur, une synthèse vocale et bientôt une application autour des noms de lieux. Et on a aussi des portails qui sont un peu des portes d'entrée vers les autres outils, les nôtres, ceux des autres, où on a Lingue et Societat, c'est le portail de tous les services de socialisation. Donc si un jour vous voulez faire traduire votre communication, vous voulez savoir comment intégrer davantage la langue dans votre structure, c'est vers ce portail-là que vous vous tournerez. Vous aurez une liste de services ou qu'on peut proposer, voire même des listes d'outils des fois que vous pouvez utiliser pour faire tout ça. On a un portail des enseignants d'occitan, mais aussi qui est aussi pour les élèves, avec des petits jeux comme un pendu, un motus, des fiches pédagogiques, et aussi des, un annuaire de liens qui est assez intéressant. On y liste les jeux vidéo en occitan, par exemple, les médias, pour les gens qui voudraient l'utiliser. Ninou, c'est un portail à destination des professionnels de la petite enfance et parents de très jeunes enfants qui veulent faire entendre la langue à leurs enfants. Donc, à la fois, on recense des ressources comme des livres, livres audio, des chansons, ou des activités comme la danse, la cuisine. On propose aussi du vocabulaire spécialisé pour la petite enfance qu'on n'a pas forcément dans les dictionnaires. Genre Gili Gili, on l'a pas toujours dans les gros dictionnaires officiels. On propose aussi des vidéos avec des petites scènes de la vie quotidienne qui se passent en occitan, par exemple faire manger un enfant en occitan. Comme ça, les parents peuvent vraiment entendre la langue en contexte et réutiliser après le vocabulaire avec les enfants. Et on a la FARG, le portail du numérique occitan, que je vous présenterai tout à l'heure. Au niveau des gros projets, on en a 2 qui sont vraiment les grands projets. On a le contrat de plan État-région pour construire une plateforme lexicale et toponymique occitane. Donc, elle est financée par 3 régions et l'État jusqu'en 2029. Et pour le moment, on a beaucoup de gens dans nos équipes qui sont affectés. Donc, on a 4 lexicographes et un chef de projet qui sont vraiment que là-dessus. 3 informaticiens qui sont partagés entre ce projet et l'autre dont je vais vous parler tout à l'heure, une toponymiste. Et on a aussi des bénévoles qui peuvent participer à ce projet. Donc, il y a 2 grands axes. Il y a le dictionnaire général informatisé de la langue occitane. L'idée, c'est de créer un grand dictionnaire monolingue, donc c'est-à-dire avec des mots et des définitions, qui ne soit pas un dictionnaire de traduction, mais vraiment un dictionnaire sur la langue elle-même, qui couvre toute la diversité de l'occitan. Il sera informatisé, donc c'est-à-dire qu'on peut rechercher dedans un niveau assez pointu. On peut rechercher le féminin d'une traduction du mot vedette, par exemple. On a 4 lexicographes dessus, plus un chef de projet. Et bon, c'est une œuvre un peu historique parce qu'on n'a pas eu de gros dictionnaire comme ça depuis le Trésor du Félibrige de Frédéric Mistral. Et un dictionnaire monolingue, c'est quand même important pour une langue, parce que si on n'a que des dictionnaires bilingues, ça veut dire qu'on dépend toujours d'une autre langue pour comprendre la nôtre. Et donc, si on veut une langue un peu autonome, c'est bien d'avoir un dictionnaire monolingue. Donc, il y aura, on peut le voir avec l'exemple d'entrée, il y aura les mots, les définitions, des exemples, des citations, des expressions, des synonymes. Ce sera une ressource extrêmement complète. Le deuxième axe du contrat de plan État-région, c'est la toponymie, donc les noms de lieux. Dans ce cadre, on a signé une convention avec l'IGN. L'idée est de récupérer les noms de lieux en occitan et de les intégrer dans plusieurs bases de données, donc notamment celle de l'IGN, le géoportail, mais aussi OpenStreetMap, qui est une grande base cartographique open source. Éventuellement Wikidata, on va verser dans les communs numériques. Et pour ça, on fait des chaînes de travail qui vont de la collecte, l'enquête, donc soit enquête de terrain, soit collecte dans des documents anciens,
jusqu'à la diffusion, quoi. On collecte, on choisit les noms quand il y en a plusieurs, comment on les écrit, et après on les diffuse dans des cartes, par exemple, ou sur des lexiques en ligne. Le deuxième gros projet qu'on a au Congrès, c'est Linguatech IA. Là, c'est beaucoup plus numérique. C'est un programme POC-TEFA. Et on travaille avec des gens de l'autre côté de la frontière parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on a voulu faire des technologies de la langue pour l'occitan, qu'on n'a pas beaucoup de données. Par exemple, pour les intelligences artificielles, on n'a pas forcément de quoi les nourrir. Donc, on fait face à des problématiques qu'ont beaucoup de langues peu dotées. Et on s'est associé avec des Basques, des Aragonais et des Catalans pour essayer de trouver ensemble des solutions à ces problématiques qu'on rencontre finalement tous. Et on a fait un consortium transfrontalier où on avance ensemble. Ceux qui ont résolu un problème, ils aident les gens à trouver la solution pour le leur. Ceux qui ont des connaissances dans certaines technologies partagent. Et on fait du transfert de connaissances comme ça entre les structures. C'est très, très intéressant. C'est la deuxième édition. On en a fait un premier grâce auquel on a produit le traducteur automatique et la synthèse vocale. La synthèse vocale, c'est l'outil que quand on tape, l'ordinateur lit. Et là, on est en train de continuer là-dessus. Et en plus, on rajoute la reconnaissance vocale, c'est-à-dire quand on parle, ça sous-titre. Et on aura à terme une plateforme de transcription en ligne où on pourra sous-titrer des vidéos, alors en occitan, puis traduire les sous-titres en français et éventuellement redoubler avec de la synthèse vocale en français ou l'inverse. Donc, on est un certain nombre de partenaires, je vous disais, des deux côtés de la frontière et de plusieurs langues pour ce projet Linguatech IA. Et la méthodologie, c'est de créer d'abord des ressources, donc des corpus, qui soient textuels, audio, multimodaux, lexicaux, bilingues, monolingues, et des lexiques, avec des lexiques de traduction, mais aussi des lexiques qu'on appelle de forme fléchie. Par exemple, on a les conjugaisons de tous les verbes, des choses comme ça. À partir de ces ressources, on peut créer des technologies, traduction automatique, synthèse vocale et reconnaissance vocale. Et à partir de ces technologies, on crée des applications finales, des outils, comme le service de traduction en ligne, les dictionnaires en ligne ou le transcripteur automatique dont je vous parlais tout à l'heure, le lecteur de texte, qui sont mis à disposition du public. Ce projet Linguatech s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du développement du numérique occitan qui a été ouverte en 2014. L'idée, c'était d'essayer d'avancer pour développer tous ces outils numériques de manière un peu organisée. On n'est déjà pas très nombreux. Donc l'idée, c'est de ne pas faire du travail en double et de ne pas perdre du temps pour aller vraiment le plus vite possible à la réponse des besoins. Donc on a réuni tous les acteurs du numérique occitan autour de la table. On a fait un inventaire de ce qui existait. On a listé les besoins et après on a planifié un peu le développement pour que ces besoins soient répondus en fonction des différents acteurs, en travaillant le plus possible avec de l'open source ou du collaboratif et de mise en commun des ressources. Et on a actualisé cette feuille de route en 2024 et je dois dire qu'on était quand même plutôt content parce qu'on avait rempli énormément d'objectifs de ce qu'on avait fixé en 2014. Donc c'est quand même pas trop mal. Et ça permet, voilà, de vraiment être efficace et de ne pas avoir refaire un lexique qu'un autre acteur aurait fait ou bon, on a travaillé en collaboration avec, enfin, on a pour faire cette feuille de route avec d'autres langues et je sais que on avait parlé à l'Office public de la langue bretonne à l'époque qui nous a dit, nous, on a fait de la traduction de logiciels, ça prend énormément de temps et comme les logiciels sont régulièrement mis à jour, le travail se perd assez vite. Donc, vraiment, ça nous a évité nous, d'aller dans des voies qui pouvaient être comme ça chronophages pour se concentrer sur les voies où on savait que ça allait pouvoir avoir un impact assez, entre guillemets, rentable au niveau du temps. J'ai fini pour la présentation du congrès, donc on va repasser à des questions s'il y en a. Alors, il y a une question qui... Alors, merci pour cette présentation. Alors, il y a deux... Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui. C'est bon. Il y a deux questions sur le... Enfin, une question et puis quelqu'un Sabrina, qui dit que les applications sont vraiment d'une grande qualité. Merci à vous pour ce travail. Merci. Et la deuxième question, c'est une question, on revient sur le début, sur les enquêtes en Bretagne, donc on donne des données sur le breton et le gallo, mais est-ce que vous avez fait aussi le point des données lors du webinaire sur le gallo?
Est-ce que ça a été fait sur le galop? Alors, on avait parlé un petit peu. Alors là, le problème, c'est que Anne-Laure, elle est un petit problème de. Mais Ah voilà, oui, on avait parlé un petit peu de ça, mais effectivement, j'ai échangé avec Anne-Laure, on disait que c'était pas facile d'expliquer ça par le chat, mais bon, on trouvera une solution pour. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, Anne-Laure n'arrive pas à intervenir. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le congrès, mais moi j'avais une question très pratique hein, sur alors l'équipe elle est quand même assez étoffée, mais comme c'est sur des projets, etc., c'est quoi le statut des uns et des autres? Vous êtes, enfin le statut au contraire en termes de contrat, hein, très concrètement. Alors, on a les CDI pour les plus anciens, pour ceux qui sont plutôt sur le pôle, enfin, oui, les responsables de projet, on va dire. Et après, on a beaucoup de CDI de chantier. Donc, c'est des contrats qui, en fait, les personnes sont embauchées pour la durée du projet. Et quand le projet est fini, les personnes ont fini leur contrat. Donc, ça permet de faire enfin, c'est des contrats qui vont terminer, mais qui sont quand même sur des durées plus longues qu'un CDD. Après, on essaye quand même autant que possible d'avoir suffisamment de projets pour que les gens puissent rester tout le long. Mais ça n'a pas la même valeur qu'un CDI, par exemple, face aux banques ou des choses comme ça. Donc, en gros, on a ça des CDI, des CDI de chantier, et après, on peut avoir ponctuellement des CDD pour des contrats courts comme celui qu'on a en ce moment pour la toponymie. Ok, merci. S'il n'y a pas de questions, on peut peut-être passer à la suite. D'accord. Alors, je vais repartager mon écran sur la deuxième diapo. Alors, je vais vous parler là, dans un premier temps de tout ce qui est normes, standards informatiques et formats. Alors, ça va peut-être être un peu laborieux pour certains. Je vais essayer d'être le plus... que ce soit pas trop pénible, mais c'est une partie qui est vraiment centrale dans notre travail. Et c'est ça qui permet de faire tout le reste après, tout le développement des outils. Parce que ben, les standards informatiques ils sont au centre déjà pour l'interopérabilité des données avec les partenaires. Je parlais tout à l'heure de la feuille de route, hein, où on a échangé des données avec d'autres gens qui construisent d'autres outils. Donc, il faut que ce soit des formats un peu standards qui puissent, eux, traiter. On en met des fois à disposition des ressources, on les propose à la communauté pour que des gens puissent créer des outils. Parce qu'il faut savoir, pour les langues minorisées, on a des fois des bonnes surprises, des gens qui travaillent sur ça, on ne sait pas où. Quand on a fait le traducteur automatique, le début des travaux, on a reçu il y a une personne qui nous a écrit, qui nous a proposé son aide. C'est un Catalan qui est parti vivre en Russie parce qu'il a épousé une Russe. Et du coup, du bord de la Volga, il nous donnait il nous a aidé à faire le traducteur. Il a 2, 3 heures par semaine participé pour créer le traducteur. Donc, on a des gens comme ça, une communauté un peu éparpillée. Et des fois, on met à disposition des ressources libres et on a des gens qui s'en emparent et qui créent des logiciels à l'autre bout du monde qu'on connaissait même pas. Et donc, c'est très intéressant. Mais pour ça, il faut que ce soit encore une fois des données utilisables, donc à des formats standards. Parce que pour le traitement informatique, eh ben, c'est primordial. Et ce traitement informatique, on le fait à tous les niveaux pour rechercher, afficher dans les outils. Par exemple, si les données sont pas traitées, qu'on met vraiment du texte brut et qu'on cherche le mot marche, il va nous sortir des marches ou marchepied, alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la traduction du mot marche. C'est pour croiser les données de différentes sources. On a par exemple pour objectif de faire une grosse multi-application d'un dictionnaire encore plus enrichi, où quand on aura le mot d'un dictionnaire, on pourra cliquer dessus pour avoir par exemple des exemples en corpus. Mais du coup, si on a le mot marché dans le dictionnaire, il faut qu'on puisse cliquer et avoir des exemples où il y a le mot marche, le conjugué. Mais par contre, il ne faudra pas confondre marche, le verbe conjugué, avec la marche d'escalier. Donc, il faut pouvoir croiser des données, mais pour ça, il faut que les mots soient isolés, par exemple, ou qu'on ait des informations qui disent que le mot je marche, et bien marche, c'est le verbe marcher. Le versement automatisé dans les communs numériques, on a notamment on prévoit de verser des mots dans Wikidata Lexem, et pour ça, il faut que ce soit standard, parce qu'eux aussi ont des standards, et pour constituer de nouvelles ressources. Par exemple, on a constitué des dictionnaires des synonymes automatiquement parce on a émis l'hypothèse que tous les mots
occitans qui traduisent un même mot français dans une même acception sont synonymes les uns des autres. Et en faisant ça, on a généré automatiquement des dictionnaires des synonymes pour les 6 variétés, alors qu'il n'y en avait qu'une, il n'y avait que le gascon qui en avait un qui existait à ce moment-là. Il nous a fallu faire des standards pour les codes de variété parce qu'en informatique, en fait, les langues sont indiquées avec des codes standards et ça intervient à tous les niveaux. Par exemple, votre navigateur, il a enregistré dans les préférences quelle est votre langue préférée. Et un site, quand vous aurez un site, il va lire cette préférence et il va afficher le site dans la langue euh, de votre navigateur si le site existe dans cette langue-là. Donc, et pour ça, il faut que le code soit le même. Donc, on a des standards internationaux pour ces codes et on n'avait pas de standard pour les variétés de l'occitan. Ce qui peut un peu poser problème. Par exemple, il y a le logiciel SPIP pour faire des sites web. Il a été traduit en 6 variétés, mais ça pouvait être écrit un peu n'importe comment au début. Et les gens, quand ils font un site web, ils veulent que s'ils vont faire leur site web en provençal, il faut que le SPIP il soit aussi en provençal, parce que si les noms des menus sont dans une langue et le contenu du site dans une variété, le contenu du site dans une autre, c'est étrange. Donc, pour ces raisons, on avait besoin de codes standards pour indiquer les variétés. Donc, on a fait tout un travail pour lister des subtags de variétés et de sous-variétés et les déposer auprès de l'IANA. L'IANA, c'est l'organisme qui gère les noms de domaine, mais c'est aussi lui qui gère tous ces subtags liés aux langues. On a créé ces subtags de variétés de graphie. Il fallait, pour les déposer auprès de l'IANA, documenter une bibliographie. Donc, on a eu l'aide du CIRDOC pour ça, pour prouver que ce sont vraiment des variétés qui existent et qu'on n'invente pas un code. Donc, on a déposé tout ça. Aujourd'hui, ces codes sont dans le registre international de l'IANA et on peut les utiliser. Ensuite, il y a un gros travail qui est fait pour passer toutes nos ressources au format XML selon la norme TEIP5. Mais le plus simple, j'avais fait une vidéo pour l'expliquer. Donc, je vais vous passer le début de cette vidéo qui explique quand même bien tout ça. Elle est en occitan, mais elle est sous-titrée en français. Donc, désolé, on ne l'a pas encore faite en français. Je vais vous passer la vidéo. La prima questão sul perché del TEI è perché una standardizzazione delle donados del Congress. Comença amb una simple constatació de l'affichage del dicodoc. Les abreviacions, l'obiais d'indicar d'unos precisius, de presentar les definicions, eren despariés per cada diccionari. En mai de pausar un problème estètic menu, aquelles diferències empatchaven le cruzament informatic de les donados entre elles. Per exemple, per un ordenador, és força complicat de comprendre que joli, virgulo, tiret, IE, ADJ és la mateixa causa que joli, virgulo, E, A, punt. Hi havia donc una primera necessitat d'harmonització interna per permetre un affichatge mai coherent. A l'escasença de la feuille de route pel desenvolupament numèric de l'Occità, menada en 2014 pel Congrés, s'est posat la qüestió de l'escanvi de donados, et donc au-delà d'un format estàndard comú a totes, ou almenys de formats proproches per estre aisidament convertibles l'un en l'altre. En paral·lel a aquelles qüestions d'estandardització, hi hagué l'embetge d'espleitar del biais més prigun e eficaç possible la riquesa de les donados. D'unes diccionaris prepausen, en mai de les traduccions, de remandadices, d'informacions geogràfiques, d'expressions, de proverbis. Mas per poder espleitar tot aquò com cal poder diferenciar cada informació e sa funció. En causa de la forma de les donados, el llenguatge XML s'impausava. És un llenguatge de balisatge, ce que vol dire que el text original és pas modificat. S'hi ajusta un sonque de balises que poden estar ignorados. Segon, és pensat per fa mai aisit l'escanvi automatitzat de continguts complexes entre sistemes d'informacions heterogeneus. Funciona amb un sistema d'arborescència dins el qual cada element pot haver d'atributs e ha d'elements cefants ou un valor. En fi, és extensible.
permet de crear de just lenguajes a través la definició de balizos específicos. L'UTEI és un d'aquests just lenguages. És estat pensat pel balisatge de documents textuals e per un balisatge legible per les màquines. AMAI ha desenvolupat un exemple de balizos específicos al balisatge de diccionaris. Après l'haver comparat amb un altre format et après haver notat que la major part dels partenaris del Congrés l'utilitzaven, l'haven causit com a format de referència per l'estandardització de nostres donades. Aquí començat un treball desgros, per transformar una simple definició un peu més en forma en entrada dins la qual cada tros de text és balisat, és a dir, per transformar ACO en ACO ou ACO en ACO. Per d'unes diccionaris prou simples és acabat en quelques setmanes, mas per d'autres hi cal treballar mant un mes. El resultat final, per una entrada, és composat de balizos imbricados que indiquen la natura de ce que contenen. Per exemple, havent aquí l'entrada B133, que contén una forma dont l'ortografia és aiguilla et d'informacions grammaticals que diuen que és un nom comú femení. Sa sous-accepció contén una traducció en occità languedocien que és agulla et une expression aiguille à tricoter que sa traducció és agulla de debàs. Le problème és que l'UTEI valio pas que de nous de balizes et de restriccions d'utilisació d'aqueles. Valio pas de vertadieres instruccions per leur utilisació concreta ou leur imbricació. Nous avons donc calgut desenvolupar nostre vies de balisa propri en fazent mantunos causidos. Per exemple, dins l'arborescència, una forma fletxida deu estar situada just la forma lema ou a costat. Cal balise utilitzar per indicar els neologismes ou la posició de la col·locació. Totes aquelles causidos desemboquèron sus la creació d'un model de balisatge adaptat als documents tractats. És suple, les imbricacions són pensades per respondre a les utilitzacions que ne seran faites a l'avenidor. Cada tros de text és balisat. Cada abreviació és normalitzada. A tal, les màquines poden fer de tractament aprofundits sus les donades et leur utilisation valio de possibilitats quasiment infinides. La primera toca de l'estandardització era l'harmonització de l'afixatge de les donades dins el dicodoc. Après le passatge en TI de tots els diccionaris, se farà tot sol. Solide és un exemple de més en forma de més d'altres. Mercès al TEI, se pot canviar en quelques segundos un estil, un símbol, un retour a la línia, per totes les definicions de tots els diccionaris. Se pot també pensar a un diccionari únic que fusione sans repetició inutile les definicions de tots els que són actualment dins el dicodoc. És a dir, un omeno de megadicodoc amb una revirada preconitzada pel Congrés que seria més en valor e, en complement d'informació, les altres traduccions indicades dins els diccionaris de referència. Aquell útil podria estar fet per la major part d'un biais automatitzat mercès al TEI. En fi, se pot pensar a una interface multiple qu'affiche les informacions en funció de leur type et non pas plus de leur ressource d'origine. Traduccions des diccionaris e del termoc, llocs del topoc, expressions des diccionaris e de l'expressoc, citacions des diccionaris e del corpus, formes fletxides del lufloc e del verboc, punts de grammatica. Passant a tal en 4 tenses d'un diccionari heterogèneu a un diccionari harmonitzat, puis a un diccionari fusionat, et en fi,
à une interface multiple. Une autre des applications possibles del TEI est la création de contenuti à partir d'une seule ressource. Existe un langage, le XSLT, qui permet de faire des filtres d'affichage sur des données en TEI. En causant d'afficher tale donnée de n'amaga une autre, pouvons utiliser un dictionnaire plus complet pour ne faire mantus dictionnaires simples. Pouvons faire un dictionnaire des féminis en causant d'afficher pas que los lemos utitas et los féminis. Pouvons faire un dictionnaire de las expressius en causant d'afficher pas que las expressius et los traductius. Pouvons faire un dictionnaire orthographique, par exemple per telefonet et los correctors orthographiques, en causant d'afficher pas que los mots utitas et los categorias gramaticales. Pouvons faire un dictionnaire mot à mot en causant de répéter le mot français à cada cop qu'a une traduction en utita. Aco est force utile per faire une traduction automatique. Pouvons faire un dictionnaire des synonymes basiques en causant d'afficher pas que las traductions d'une métessens d'un mot français. Si la ressource de base est prou complète, se pot també pensar un diccionnaire étymologique, un dictionnaire des proverbis. Appliquer un nouvel filtre demande pas que quelques heures de programmation. Mais attention, per aco fa, cal que le travail de TEIsation se fait minimosament. És aco l'idea del TEI. Hi ha un primer treball invisible que pren d'annados, mas un cop que és acabat, caldrà pas que quelques setmanes per generar des ressources força netes. Un autre mène d'application possible del TEI és la que és ligada al mascatge possible d'informacions. Per exemple, dins un diccionari historique, podem indicar d'un biais amagat la forma en grafia classica d'una forma en grafia mistralenca. Se veurà pas quand s'afficherà le diccionari, mas permettrà a l'utilisateur de recercar, per exemple, une entrada del tresor del Felibrice en l'applicant de la grafia que coneix. Virtualment, amb de donades pla etiquetades, tot se pot fer. Aquí ce qui ha ben ja pensat, mas per segur, hi ha un funt d'autres idees que no són pas encara vengudes. Generar d'un biais semi-automatique un diccionari entre dos varietats de l'occità en s'appiedjant sur francès, per exemple din la miro de bastir un transcriptu automatique. Generar de lexiques tematiques en utilisant los domenis continguts din las accepcions des diccionaris, teatre, esport, geologia, mitologia. Ligar une ressource escrita a une ressource sonore per poder escutar un mot en contexte. Fa la lista de totes os pronoms relatius d'una varietat de l'occità. Mercès al TEI, serà força mai aisic de crear las ressources necessàries per la feuille de route pel desenvolupament numérique de l'occità. La base lexicale monolingue servirà a etiquetar los corpus mercès a l'analisator morfologique. Serà també utilitzado amb les bases bilingües pels traductors automatics. Pels correctors ortogràfics e los claviers predictius, hi ha besoin d'un lexic de les formes fletxives. Per resumir, en faisant legibles les ressources del congrés per les màquines, d'obrissant des possibilitats quasi infinides de créations d'outils et de ressources per l'occità. Donc voilà, alors c'était une vidéo que j'ai faite il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. On a pas mal avancé depuis. Et c'est vrai qu'une bonne partie du coup des ressources ont été réalisées ces dernières années. Je vais reprendre mon diaporama. Donc voilà, vous avez là par curiosité un exemple d'entrée de toponyme pour un lexique toponymique au format TEI. Donc ce qui est en blanc, c'est les informations qu'on avait dans le document original et tout le reste, c'est des balises qui ont été rajoutées après pour enrichir, normaliser. Là, voilà, le fait que c'est une commune, c'est normalisé. Les catégories grammaticales sont rajoutées parce que comme ça, on pourra l'extraire après pour le rajouter dans les dictionnaires. Donc voilà, on a à chaque fois plusieurs types d'affichage. On a aussi une norme pour les corpus. Donc nos corpus, on a à chaque fois la phrase en brut.
Et après, on aimerait, quand on aura développé le post-tagger, c'est l'outil qui met la catégorie grammaticale des mots d'une phrase, avoir aussi une version avec pour chaque mot la catégorie grammaticale. Ça permettra, ce que je disais tout à l'heure, de relier, si on cherche marche d'escalier dans un dictionnaire, de relier une phrase d'exemple en étant sûr que le marche, c'est bien la marche d'escalier et pas je marche, et de mettre que des exemples pertinents dans notre future multi-application. Je vous ai parlé tout à l'heure de la feuille de route, donc voilà un peu de ce qu'on a rédigé en 2014. Il y a des ressources, donc des corpus monolingues de texte, donc spécialisés, plutôt de qualité. Un corpus web qui, lui, va être moissonné un peu automatiquement, va être moins propre, mais servira pour les cas où on a besoin de quantité. Des modèles grammaticaux qui disent quand le est avant un verbe, c'est plutôt un pronom personnel qu'un déterminant. Une base lexicale monolingue, c'est celle où on va dire que justement marche est une forme conjuguée de marcher, ou qu'on va donner les pluriels de comment on peut dire au pluriel maison ou des choses comme ça. La base lexicale bilingue, elle va associer des lemmes un par un, donc marcher et marcha, mais pas forcément les formes conjuguées, ça on utilisera la base monolingue après. Des corpus parallèles, c'est des textes traduits, donc dans plusieurs langues. Une base de connaissances lexicales, c'est Wikidata pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire relier les mots à des concepts. Par exemple, c'est comme ça qu'on sait que le mot chat, c'est une instance du mot félin, c'est parce on l'a relié au concept de chat qui, quelque part, il a indiqué que c'est une instance de félin. Les ressources pour la reconnaissance de la parole, donc des corpus audio essentiellement alignés, c'est-à-dire des phrases enregistrées avec leur transcription au niveau de la phrase. On a ensuite tous les outils intermédiaires, un détecteur de l'occitan. Un détecteur de langue, c'est ça que vous avez par exemple dans les traducteurs automatiques quand vous tapez un texte et qui vous dit langue détectée français par exemple, eh ben, c'est qu'il y a un détecteur de langue. On aurait besoin d'un détecteur de variantes pour ces cas de figure, mais aussi pour pouvoir avoir plus de corpus. Par exemple, on a récupéré tout Wikipédia, mais pour le moment, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne sait pas dans quelle langue est chaque article. Et il y en a 80 000, donc on attend d'avoir une machine qui puisse nous les pré-trier au moins. Analyseur morphologique, c'est celui qui dit pour chaque mot quelle est sa catégorie grammaticale et son lemme, qui va nous dire marche, ben, c'est verbe à la première personne du singulier présent de l'indicatif de marcher. L'analyseur syntaxique, c'est l'outil du dessus qui dit ce groupe de mots, c'est le sujet du verbe, ça, c'est le complément. Alors ça, c'était très utilisé il y a quelques années parce que c'était une étape importante avant de pouvoir faire de la traduction ou des choses comme ça. Aujourd'hui, avec les IA, on n'a plus du tout, enfin, on n'a plus vraiment une utilité de cet outil dans le TAL. Après, on l'a en linguistique. Mais c'est vrai que les IA, c'est une boîte noire qui fonctionne en gros, au lieu d'avoir des étapes comme ça, c'est une boîte noire, on donne les données en entrée, elles ressortent. Un transcripteur automatique entre variantes. Et grâce à ça, on fait des outils finaux. Donc la synthèse vocale qui lit le texte qu'on écrit, le correcteur orthographique, un clavier prédictif pour les téléphones notamment et autocorrection, des traducteurs automatiques. Et on avait mis dans la feuille de route un OS, un système d'exploitation pour ordinateur avec les principaux logiciels. Mais c'est vrai que le Congrès ne s'est pas occupé de ça. Après, il y a des bénévoles un peu éparpillés partout qui le font. Donc, on a Linux qui est traduit en occitan. Je crois qu'on a 3 versions de Linux qui sont traduites en occitan. Notamment un bénévole qui s'appelle Quentin Pagès qui fait énormément de traductions de logiciels. On a Firefox, on a LibreOffice, on a des jeux vidéo aussi. Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir avoir un environnement informatique en occitan, notamment dans les écoles. Donc, dans le cadre de cette feuille de route, on a un projet qui s'appelle Corpus, qui a permis de rassembler tout ce qui est texte, un corpus textuel monolingue, un corpus textuel bilingue parallèle et un corpus audio aligné. C'est les ressources finales dont on a eu besoin pour développer nos technologies de la langue. Pour le moment, on a essentiellement pour les variétés languedocien et gascon, qui sont celles qui sont concernées par le projet Linguatech. Et on a aussi l'occitan rannais maintenant pour Linguatech 2. Parce qu'on travaille sur les variétés des Pyrénées. On est quand même content parce que 18 millions de mots pour un corpus monolingue et 3 millions de mots pour un corpus bilingue, c'est pas mal. Et 300 heures de corpus audio aligné, il nous a fallu un moment. Alors pour constituer toutes ces données, on a 3 étapes. Il y a l'acquisition.
On a fait un partenariat avec plus de 80 structures occitanes qui nous ont donné des livres audio, des livres écrits, des sites web, du contenu de sites web, des vidéos sous-titrées, des émissions de radio, transcrites ou pas. On a eu, ou même les collectivités, des comptes rendus, des fois, des choses comme ça. Donc, on a eu des structures de plusieurs types et c'est vraiment un très chouette projet qui a rassemblé beaucoup, beaucoup de gens. On n'a jamais eu autant d'Occitans qui travaillaient ensemble pour vraiment aller vers pouvoir développer les technologies de la langue à base d'intelligence artificielle. Parce que sur les technologies de la parole, on n'a plus trop le choix, on n'a que ça. Et donc, il fallait constituer des données qu'on n'avait pas. On a aussi moissonné les ressources libres de droit. Je vous ai parlé de Wikipédia. Il y en a eu d'autres. On a récupéré toutes les traductions de logiciels libres. Et comme ça, on a pu faire du corpus aligné occitan, français et d'autres langues. On a créé des données en interne. On a des collègues qui ont enregistré pendant des heures des phrases. Et on a fait appel au collaboratif aussi. Donc, on a appelé les gens à aller enregistrer des phrases pour avoir de la variété, notamment pour la reconnaissance vocale, parce que si on n'a pas des enfants, on ne donne pas de voix d'enfant à l'IA, elle fonctionnera plus pour des enfants. Dans un deuxième temps, il faut formater. Donc, on a des données Word, des choses comme ça. Il faut nettoyer les numéros de pages qui traînent, les titres de chapitres, des choses comme ça. Convertir à des formes informatiques standards, comme je disais tout à l'heure. Découper phrase à phrase, puis aligner. Donc, une phrase en occitan, une phrase en français pour les corpus parallèles, ou l'audio et la transcription. Et après, on peut les utiliser donc, pour entraîner des réseaux de neurones, des intelligences artificielles. On les met à disposition dans Dicodoc, puisqu'on les a constitués autant que le public puisse rechercher à l'intérieur dedans. Nos collègues qui font le dictionnaire général, ils peuvent aussi aller chercher des citations. On est en train de créer un outil de recherche pour les linguistes qui pourront aller chercher des phrases, parce que dans Dicodoc, on met vraiment que la littérature et l'actu pour avoir des modèles de langue standard, mais pour les linguistes, des fois, ils veulent pouvoir avoir même des utilisations erronées ou des choses comme ça. On va mettre en ligne très bientôt un outil de statistique de fréquence de mots. On a compté tous les mots, donc on va leur dire tel mot, on l'a compté tant de fois, surtout dans le littéraire ou surtout dans l'informatique. Et puis après, on l'intègre dans différents outils comme le traducteur automatique à base de règles. Et un des derniers projets dont je voulais vous parler, c'est un transcripteur de graphie. Alors c'est compliqué parce que la graphie ancienne, les graphies mistraliennes et phébusiennes, je vous disais qu'elles sont plutôt phonétiques. Ça veut dire que quand il y a une lettre muette, elle n'est pas écrite. Donc on ne peut pas trop faire quelque chose à base de règles, on ne peut pas recréer des lettres qui ne sont pas. Donc il faut prendre le problème à l'envers. Donc on a d'abord fabriqué un transcripteur de la graphie classique à la graphie mistralienne phébusienne, puisque c'est en quelque sorte un phonétiseur un peu, à base de règles. Et là, il y a deux possibilités. Soit on repart sur un système à base de règles, donc on va prendre un dictionnaire et on va transcrire tous les mots d'un dictionnaire en graphie mistralienne. Et après, on pourra prendre des textes en graphie mistralienne et avec le lexique mot à mot, on transcrira les mots. Soit on peut passer par une IA, donc avec le transcripteur de classique à mistralien, on prendra plein de textes classiques, on les transcrit en mistralien, on donne ça à une IA qui, elle, apprendra à faire dans l'autre sens. Voilà, parce que ça nous servira à récupérer du corpus, ce que je vous disais, tous les corpus avant 1945 qui sont en graphie phébusienne et mistralienne, dont on pourrait se servir pour entraîner des IA et que pour le moment on ne peut pas utiliser parce que la graphie n'est pas bonne. Enfin, pas celle qu'on utilise en tout cas. On va faire une petite pause peut-être pour les questions avant de passer aux outils du congrès. Ça va? Ça fait pas un peu beaucoup? Non, ça va. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, dans le chat. Dans le chat, donc toujours Olivier Angeler, les graphies classiques ou mistraliennes sont-elles uniformes ou y a-t-il des variations internes? Y a-t-il d'autres graphies plus empiriques? Oui. Alors, non, elles peuvent déjà, les graphies classiques ou mistraliennes, la graphie classique est assez uniforme. Les graphies mistraliennes, le problème, c'est comme elles sont un peu phonétiques, le mot, s'il est prononcé différemment dans un autre endroit, il ne sera pas écrit pareil. Donc, en soi, c'est pas uniforme. Après, par contre, les règles suivies, normalement, sont les mêmes. Par contre, il y a des gens qui ont plus ou moins utilisé la graphie mistralienne alors qu'ils ne la connaissaient pas trop. On a des auteurs qui ont fait leur propre graphie à eux, qui ont écrit la langue comme ils l'entendaient. Donc, on a aussi des graphies, on appelle ça des graphies d'auteurs, nous, qui sont elles ne seront pas forcément exploitables à moins d'une transcription manuelle. Et la graphie classique, il y a quand même une petite variété avec l'occitan aranais,
qui lui, s'est basé un peu sur le catalan. Donc, il y a des... Là, pour le coup, on a une ou deux grosses différences avec les graphies utilisés plutôt côté français. Sur l'outil, là, la transcription des graphies, est-ce que ce serait possible d'y revenir? Alors, c'est un outil qui est en cours de développement, hein, c'est bien ça? Oui. Et du coup, voilà, c'est quoi les difficultés? Est-ce qu'elles sont techniques? Est-ce qu'elles sont dans aussi le rapport au texte? Enfin, voilà. Et puis après, il y a aussi derrière les graphies, il y a plein d'enjeux. Donc voilà, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ces différents éléments? Mais oui, alors on a la difficulté technique, ce que je disais, des lettres muettes qu'on peut pas recréer. Enfin, on peut pas partir de quelque chose de phonétique pour faire quelque chose de graphique. Donc, on a dû partir dans l'autre sens, alors que ce qu'on aurait besoin, nous, c'est plutôt dans l'autre direction. Après, la difficulté principale qu'on a, c'est le temps, parce que c'est pas un projet financé. Donc, ça fait des années qu'on essaye de trouver une heure par-ci, une heure par-là pour s'en occuper et que ça avance pas. Moi, je dirais c'est plus ça pour le moment. Et après, il faudra voir si les moins connus, comment ça se passe, ou tous les noms propres qui vont être au milieu des corpus, s'il y en a trop, est-ce qu'ils vont pas mettre le bazar et perturber les IA et qu'on ait des fautes après à la sortie? Moi, c'est ma grosse inquiétude pour ça. Après, si on utilise la chose à base de règles, comment il va traiter les moins connus, quoi. Et comment ça se fait qu'il n'est pas financé ce projet? Parce que c'est quand même l'occasion là de mettre en commun tous ces patrimoines. Ça m'interpelle un peu en fait, non? Il n'est pas financé. Si, ça peut rentrer dans le cadre d'autres projets. C'est que on a un problème, on a un gros problème de moyens humains, hein. On est comme tout le monde. On est 14 là où il faudrait. Les Basques, pour vous donner une idée, dans le Pays Basque Sud qui font la même chose que nous, ils sont 100. Nous, on est 14, donc on a, on a des petits soucis des fois il faut prioriser des choses, quoi. Ok. Il y avait une question, ou en tout cas, le Sir Doc voulait prendre la parole. Oui, c'était une question. En fait, je crois que c'est Benazet qui en avait parlé. Sinon, c'est venu d'une autre conversation. Mais sur la qualité de langue des traducteurs par IA qu'on a, par exemple, sur DeepL ou sur ChatGPT, euh, d'où viennent les bases de données en fait qu'ils utilisent et comment ça se fait qu'ils aient une langue aussi normalisée alors que justement s'ils ont pris plein de choses sur Internet, normalement ils devraient avoir, enfin on devrait recevoir un mélange de traduction en graphie félibrinque, enfin mistralienne, puisqu'il y en a beaucoup plus en quantité presque normalement dans les ouvrages anciens que de graphie normalisée. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez une petite idée Ouais. Oui, tout à fait. Bon, alors déjà, je pense qu'ils n'ont pas tant pris de graphie mistralienne que ça, parce qu'au final, ils ont pas dû, les livres sont pas ossérisés, donc ils n'ont pas dû trop les utiliser. Ils ont moissonné vraiment sur le web, où là, il y a essentiellement de la graphie classique. Et en fait, ils ont créé des données artificiellement. Enfin, je sais que Google Translate a utilisé Apertium, en fait. Quand on a fait Rebirad, nous, on a énormément enrichi Apertium. Apertium, c'est un traducteur open source qui est basé, donc, sur lequel on a basé Rebirad. Donc, nous, on a versé beaucoup de choses dedans. Et après, on a fait une copie de ça. On y a intégré les lexiques qui sont sous droit d'auteur qu'on ne pouvait pas verser. Mais quand même, Apertium est pas mal qualitatif. Et Google a sorti la même langue que, c'est facile à savoir, parce qu'on en a de la variété, il a sorti la même langue qu'Apertium. Donc je pense qu'ils ont pris tous les corpus qu'ils avaient, et puis ils ont généré des millions et des millions de phrases avec Apertium pour continuer d'entraîner leur machine. Et ça explique que ce soit normalisé. Mais la dernière fois, moi j'ai essayé de traduire du français à l'occitan la charte de Ciutat. Le Ciutat, c'est là où on est hébergé, qui est en Gascogne, et qui existe sur le web en gascon, et là on voit qu'il mélange. Il met des mots gascons au milieu. Par contre, si vous essayez de traduire quelque chose qui est plutôt languedocien, enfin, on le voit. Ou quand je traduis du catalan à l'occitan, là, il met des mots aranais. D'accord. Donc voilà, c'est pas toujours hyper. Mais on est en train justement, là, on a passé au traducteur automatique une douzaine de phrases dans plein de traducteurs et on va commencer à les comparer pour essayer de voir lesquels ont de la qualité, lesquels n'en ont pas. Et ce qui est sûr, c'est que les traducteurs à base d'IA, pour le moment, c'est difficile de gérer la variété. Par contre, ils sont bons en languedocien. Bon, ils sont très bons dans le sens occitan-français. Là, ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas photo. Sur le sens français-occitan, on commence à être un peu rattrapé. Par contre, sur
les variétés. À la limite, le gascon, où il y a un peu de ressources, ça passe encore, mais sur les autres variétés, c'est pas génial. Merci. Moi, je me disais qu'il y a quand même, enfin, là, on a une variété de langues ici aussi. Et ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu sur les points que vous avez soulevés, or, ou bien sur la question des graphies, si dans d'autres langues, il y a des outils qui ont été développés. Et, voilà, je sais pas, je me tourne encore vers l'Office public de langue bretonne, mais peut-être d'autres, mais voir un petit peu voilà, si sur les questions qu'a abordées Or, il y avait des choses que vous auriez à dire. Alors, je parle de l'Office public de langue bretonne, mais ou d'autres, hein, mais voilà, peut-être de prendre le temps de faire un petit peu une comparaison, ça pourrait être intéressant. Ou pas. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas entendu parler de tels outils, en tout cas. Pas pour les graphies. D'accord. Et même pour les variétés, je crois qu'on est vraiment Enfin, quand on parle avec d'autres langues qu'on développe et tout, il y a peu de langues qui ont vraiment ce problème de devoir développer à chaque fois 6 ressources quand les autres en font qu'une, quoi. Je sais que les Basques, ils ont standardisé le basque. Bon, mais du coup, effectivement, eux, les gens du Pays Basque Nord ont des soucis, ont dû refaire des outils pour pouvoir, à minima, que leur variété soit reconnue. Mais dans l'ensemble, je crois qu'ils n'ont pas de telles variations que nous, ou alors ils ont un standard, quoi. D'accord, mais sur la question des lettres transcripteurs de graphie, Non, voilà. ça, j'ai pas. Mais en même temps, je crois pas qu'il y ait beaucoup. Enfin, si, les Aragonais, ils en ont 4, je crois, mais bon, là, c'est très compliqué. Mais à part eux, je crois pas qu'il y ait des gens qui ont les mêmes problématiques que nous à ce niveau. Pour la langue bretonne, il y a plusieurs graphies, donc enfin voilà. En tout cas, à un moment, il y en avait plusieurs, Ouais, donc alors voilà. que nous, on en a 2 vraiment majoritaires, quoi. Ça a été vraiment D'accord. éclaté. On a eu Mistralienne Fébusienne pendant des années, puis paf, après, on a eu l'autre. Après, les Ok. graphies d'auteur, je pense que tout le monde en a, mais ça, c'est pas. Enfin, au niveau de traitement de la langue, on peut pas trop y remédier. Ok. Bon, bah, dans ces cas-là, on passe à la suite, Or. Eh bien, on va passer à la présentation des outils. Merci. Alors, le premier outil que je vais vous présenter, c'est le Dicodoc, qui est un multidictionnaire en occitan. Donc, il y a la partie dictionnaire classique, c'est notre principal outil, c'est vraiment pour ça qu'on a été connu pendant longtemps. Maintenant, il y a le traducteur qui est un peu au coude à coude, mais... Donc, vous pouvez chercher un mot et avoir les traductions, c'est assez classique. Avec dans plusieurs dictionnaires, vous pouvez choisir la variété, on peut changer de langue, on a aussi un dictionnaire monolingue et on a les fameux dictionnaires historiques, dont le Trésor du Félibrige. Voilà. On a aussi un conjugueur de verbes. Donc, vous pouvez avoir la conjugaison du fameux verbe par là que je cherchais tout à l'heure. À terme, on aimerait que ce soit plus lié et qu'on clique sur un mot pour arriver directement à cette conjugaison ou des choses comme ça, que ce soit vraiment en un clic qu'on puisse naviguer de l'un à l'autre. Donc, le conjugueur des expressions. Je vais en chercher, voilà, avec UL, par exemple, l'œil. Et des fois, on a des petites explications aussi. Les synonymes. Donc, dans toutes les variétés, plusieurs synonymes du mot. On a le vocabulaire spécialisé, qui est plutôt sur du vocabulaire technique ou spécifique à certains domaines. Donc voilà, maison de la presse, maison des lycéens, maison médicale. Donc souvent, il y a des néologismes notamment là-dedans. Si on ne les trouve pas dans le Dicodoc, il faut aller dans cette partie-là. Les noms de lieux. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Laurent. Donc voilà, on peut avoir le nom en occitan de la ville. Et on a aussi des toponymes internationaux, des pays notamment. Par exemple, si on prend l'Allemagne. On l'a ici. Ou les capitales. Comme qu'on a ici.
Et enfin, on a rajouté il n'y a pas longtemps une partie corpus pour avoir les mots en contexte. Et où on va pouvoir, la plupart du temps, les écouter aussi. Si lo voulez bé, si li voulez parlar, tindràs. Parce que c'est vrai qu'on a une langue pour maintenant qui est beaucoup transmise à l'école. Donc là, il y a beaucoup moins de transmission orale. Les enfants entendent souvent que l'enseignant et pas trop d'autres locuteurs. Donc, de pouvoir aller écouter la langue, pour nous, c'était très important. Donc, on a voulu rajouter ce corpus. C'est le corpus qu'on a constitué pour la reconnaissance vocale, les livres audio, tout ça qu'on a traité. Et du coup, on l'a mis à disposition du public. Un autre outil que je vais vous montrer, c'est Rebirad. Est-ce que vous voyez Rebirad là ou pas? C'est parce que des fois, ça peut rester sur Dicodoc. Donc, Rebirad, on a une chaîne qui permet de traduire. Donc, par exemple, bon anniversaire. Et puis d'écouter aussi. Bon anniversaire. Et sur la version qui est sur mobile, on peut aussi partager l'audio et l'envoyer à quelqu'un. Donc, ça permet à des gens qui ne sont pas locuteurs, par exemple, de souhaiter bon anniversaire à leur grand-mère en occitan, leur grand-mère qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas lire la graphie classique. Donc, la personne, elle traduit, elle partage l'audio, elle envoie et la grand-mère, elle reçoit le son directement. On a une interface pour traduire des documents. Alors, je vais essayer de voir si je peux retrouver un document à traduire. Est-ce que... À quoi ça ressemble ça? Donc, on va traduire du gascon au français, par exemple. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir parce que je pense que ça va partager qu'une fenêtre. Ouais, non, je ne peux pas vous le montrer. Bon, vous pourrez le tester. Et on a une traduction de page web. Par exemple, si je prends le pays de Béarn, qui a son site web en français, je vais coller l'adresse ici et on va obtenir la traduction du site. Alors, pas les images, bien sûr, mais tout le reste. Ça va être traduit à la volée. Donc, c'est très intéressant. Si vous voulez traduire le site de votre structure en occitan, il vous faut tester si ça fonctionne. Là, on est en train d'essayer de faire une version qui fonctionne avec davantage de sites. Et après, il faut nous écrire parce qu'il faut qu'on vous mette sur liste blanche pour que vous puissiez traduire avec un bouton. Parce que là, j'ai traduit à travers le formulaire, mais le pays de Béarn, ils ont installé un petit bouton et il suffit qu'on clique sur le bouton pour arriver à la version traduite directement. Donc ça, c'est très intéressant pour les structures qui veulent un site bilingue, mais qui n'ont pas de personnes pour traduire en interne. Ouais. C'est bluffant, hein. La première fois que je l'ai vu, j'ai été estrambourdat, enthousiasmé. Alors, Rebirad existe pour les mobiles et on a un traducteur LinguaPeer mais pour les navigateurs, mais il n'utilise pas Rebirad, lui, il utilise un autre traducteur automatique. Ça a été fait dans le cadre de LinguaTech, il traduit entre toutes les langues des Pyrénées. On a une API aussi pour les développeurs. L'API, c'est un outil, en gros, où le développeur il envoie une question, il récupère la réponse sans avoir accès aux données. Donc là, il envoie une phrase en français, il la récupère en occitan, mais sans avoir le moteur de traduction. Pour Dicodoc, je ne vous ai pas montré aussi, mais on a également des applications. On a des applications mobiles. Et pour Dicodoc, on a aussi un correcteur orthographique pour LibreOffice, Firefox et Chrome et Thunderbird. Donc en occitan gascon et en occitan languedocien, vous pouvez télécharger. Et on a également une application mobile Verboc spécifique pour la partie conjugaison. Vous pouvez rechercher des conjugaisons, les apprendre. Il y a aussi des petits jeux pour apprendre les conjugaisons en s'amusant. Et Dicodoc a aussi une API pour les développeurs. Je vais passer à Boots maintenant. Donc, bon, vous l'avez vu dans Rebirad, c'est le même, elle est intégrée dans Rebirad, mais il existe aussi pour taper directement du texte
en occitan et le synthétiser. Bon anniversaire. En gascon, en languedocien, et on est en train de travailler pour y rajouter le limousin, le provençal, et avoir dans l'idéal un locuteur homme et femme dans chaque variété. Et l'occitan rannais, on rajoute bien sûr. Je vais vous montrer maintenant la Fargue, qui est le portail du numérique occitan. Alors, si jamais vous cherchez des ressources numériques en occitan, vous avez un inventaire de tout ce qui existe, qu'on essaye de tenir relativement à jour. Par exemple, si vous cherchez un traducteur automatique, alors ça bouge, ils sont vraiment pas à jour parce que ça bouge vraiment toutes les semaines, il y en a un nouveau en ce moment. Mais vous avez la liste des traducteurs qui existent ou des modèles d'entraînement. Vous pouvez trier par variété si vous voulez que ceux qui font du gascon. Bon, on voit que là, il n'y a plus que Ribirad Apertium. Pardon, Or, là, vous listez, mais est-ce que vous faites des commentaires sur la qualité des... Oui. Alors, ce D'accord. petit symbole, ça veut dire que c'est la sélection de la Fargue. Ça veut dire que nous, on a estimé que c'était d'une qualité linguistique et technologique suffisante. S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas testé, enfin voilà, on a mis un petit label quand même. Ok, merci. Il y a la liste de toutes les API pour les développeurs qui voudraient développer des choses, de tout ce qui existe où il y a de l'occitan. J'ai mis Wikidata, j'ai mis OpenStreetMap, Wikipédia, qui sont des API avec des données en occitan. Les standards, vous retrouvez ici les standards informatiques dont j'ai parlé tout à l'heure, avec en plus que je vous ai pas présenté les étiquettes de catégorie grammaticale. Par exemple, les énonciatifs, c'est quelque chose qui existe que en occitan, et pour le moment, il n'y avait pas de code dans les standards internationaux. On a des lexiques techniques. Pour, par exemple, les traducteurs de logiciels, tout ça, on a essayé de lister tous les lexiques d'informatique qui existent. Et on a aussi des tutoriels que je vais, je pense, mettre aussi dans ma pédagogie à terme. Comment taper les accents, installer les correcteurs orthographiques, passer Firefox en occitan, ajouter Dicodoc au raccourci du moteur de recherche. C'est des choses assez intéressantes, des petites astuces pour gagner du temps au niveau informatique. On a toute une partie participée pour les gens qui soit ont des projets et ont besoin d'aide, soit l'inverse, de gens qui veulent aider mais qui ne savent pas trop quoi faire. Donc on a des appels à contribution sur des choses spéciales. Là, on a la traduction de Minecraft en occitan qui est pas mal avancée. Donc et comme on sait que les adolescents ils jouent beaucoup, on a demandé au appel à la communauté pour aller continuer à traduire. On a des petites notices pour les gens qui veulent contribuer à donner du corpus, donner sa voix pour nous enregistrer, contribuer à Wikipédia, traduire des logiciels. On explique un peu tous les gens qui voudraient faire ça et qui ne savent pas trop comment. Et on a un serveur Discord. Ça, c'est une présentation de la Fargue. Et après, on a un état des lieux. C'est pour ceux qui vraiment voudraient avoir une vue d'ensemble du domaine. Ben, outil par outil, on dit, regardez, on en est là, donc synthèse vocale, actuellement, il n'y a que Boots qui a été faite par ça. Pour l'OCR, on a tel et tel qui existe, etc. On présente les grands acteurs, dont le Congrès, les grands projets, dont vous y retrouverez Linguatechia, le projet Corpus. Des personnes ressources, parce que je vous disais, l'Occitan, c'est aussi fait par une communauté de gens qui ne sont pas forcément dans des structures. Danny Chadeuil, il a traduit à lui tout seul le jeu vidéo Stardew Valley. Là-bas où c'est Rennes, ça s'appelle. Et c'est un travail énorme, je crois qu'on l'a récupéré pour notre corpus aligné. Il y a plus de 20 000 phrases. En plus, il a traduit en limousin, donc il peut vraiment pas trop se faire aider. C'est une variété que pas beaucoup de gens parlent. Et énormément de gens y jouent, donc ça a quand même beaucoup fait pour la socialisation de la langue. On a des collègues. Hector Alos, c'est la personne dont je vous parlais qui a aidé pour le traducteur. Donc on met un peu en valeur ces personnes, cette communauté qui œuvre pour l'occitan. Et on a une liste enfin de toutes les publications liées aux technologies de la langue en occitan qu'on essaye de tenir bien à jour. Je vous parlais de corpus. Donc, on a fait un outil pour que nos collègues du dictionnaire général informatisé de la langue occitane puissent chercher des exemples. Ils peuvent trier par auteur, ils peuvent trier par type, par variante, par éditeur.
Et donc, ils peuvent rechercher un mot. S'ils travaillent sur le verbe aborda, ils vont le chercher. Et ça ne marche pas. Ah si. Donc, ils vont le chercher dans le corpus et après, ils ont plein d'exemples d'utilisation avec les auteurs. Et ça leur permet, eux, de lister un peu toutes les acceptions du mot pour pouvoir faire leur définition dans le dictionnaire. Donc, si par exemple, je trie que avec le gascon, et on peut chercher par début de mot, fin de mot ou expression régulière. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui font un peu de recherche avancée dans des ouvrages. Mais si je veux chercher aborda, ça peut être aussi aborde. Donc, je mets que ça peut être un O accent ou un O sans accent. Et c'est pas obligé qu'il y ait le R. Et si je recherche comme ça, on va avoir aborda, aborde, abourde. On va les avoir tous. On peut rechercher avancé en recherchant plusieurs mots. Je veux le mot, je ne sais pas si on le veut au féminin, le sang, ça peut être masculin ou féminin. Donc si je veux le chercher d'abord au féminin, je cherche 270 et au masculin, pour voir, 62. Donc on voit que c'est plus souvent au féminin. Ça, c'est une version interne où il y a des œuvres protégées en droit. Ça sert vraiment à nos collègues pour faire les définitions. Mais on a une version un peu publique des corpus du Congrès où on peut rechercher, donc pareil, avec des expressions régulières, avec plusieurs formes à la suite, où on peut dire séparé par un mot ou séparé par 0 mot, des choses comme ça. Donc là, je vais chercher par là toujours. Et on peut chercher dans des corpus audio et à terme, on pourra chercher aussi dans des corpus bilingues. Donc on cherchera un mot ou en français ou en occitan et on aura l'équivalent. Donc pour les linguistes, c'est très intéressant. Je vois qu'on a encore quelques minutes, donc je vais vous montrer pédagogie en quelques mots. Donc vous avez les jeux dont je vous parlais, Motus, tout ça, mais il y a la partie lien qui est très intéressante. Vous avez tous les outils du Congrès qui sont décrits ici, puis d'autres outils, notamment les claviers qui existent pour taper en occitan, comment faire des cartes, les jeux vidéo, les logiciels principaux, des ressources. Parce que voilà, on a des images notamment libres de droit, des médias. Donc cette partie est assez intéressante. Je passe très très vite sur les derniers outils, mais par exemple, il y a un raccourcisseur d'URL pour votre communication. Vous pouvez utiliser un raccourcisseur de lien. Vous mettez le lien long, court que vous voulez, le lien long. Et ça vous génère un code. C'est mieux que d'utiliser des choses qui sont en anglaise ou en plus, on ne sait pas s'ils vont pas vous voler, vous voler vos données. Nous, je vous promets qu'on n'a pas le temps de s'occuper de vos données, donc on ne vous les volera pas. Vous pouvez créer un espace administrateur en plus où vous pouvez gérer vos adresses, c'est-à-dire que si vous avez fait un code et qu'un jour l'adresse change, vous pouvez aller la modifier et le code il bouge pas. Par exemple, si vous refaites tout votre site, tous les URL vont bouger. Par contre, si vous avez diffusé un code court, eh bien, vous pouvez aller modifier l'URL derrière et vous n'aurez pas à changer vos supports de communication. On a des générateurs de mots de passe. Si vous côtoyez des personnes qui écrivent en occitan, on a des générateurs de personnages, de prénoms ou de faux noms de villes qui ressemblent à des vrais. Je vais vous montrer très vite. Si je veux des noms de villes en gascon de taille moyenne, voilà 5 faux noms de villes qui ont été générés à partir de vrais noms de villes qu'on avait. On a des petits modules que vous pouvez intégrer dans votre site. Si vous voulez intégrer on peut faire la passejade par exemple. Vous pouvez intégrer quelque chose comme ça dans votre site en copiant-collant le nom. Vous pouvez choisir la variété, la couleur si vous voulez l'adapter à votre site. Si votre site est vert, vous faites ça. Vous générez le code, il va vous le générer en vert. Vous pouvez mettre des expressions par exemple aussi, avec à chaque fois une image, l'expression et pour l'écouter. Donc en copiant-collant ce petit bout de code dans votre site, après avoir géré des couleurs.
Et là, je vous ai mis Ninou très vite avec le lexique dont je vous parlais pour la petite enfance, avec des termes qu'on peut écouter aussi. Applaudi. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour des outils. Donc on va repasser aux questions si jamais vous en avez. Ben, merci beaucoup, hein. Alors, c'est vraiment c'est foisonnant. Là, c'est un peu étourdissant, mais je dois dire, ça part même un peu dans tous les sens. Je dois dire que c'est. Oui. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions, des remarques Non, je dirais simplement, et tout ça avec 14 personnes. Non, on est 14 que depuis cette année. Avant, on était 6. Voilà. Ah, Alors, bravo, en tous les cas, ça donne des perspectives. Moi, j'étais en train de penser, là, par rapport effectivement à votre traducteur de site, on a une bibliothèque numérique qui s'appelle Rosalis. Je me disais, ça serait peut-être. On l'a fait déjà pour la première version de Rosalis, dans la bibliothèque numérique. Là, on est passé sous le dispositif Gallica Marque Blanche. Et je me posais la question de savoir effectivement si ce nouveau site qu'on a mis en place, on pourrait avoir effectivement une interface en occitan. Eh bien, vous testez la Ouais, traduction d'URL. Bon, si ça fonctionne pas, réessayez dans un an parce qu'on est en train de faire une nouvelle version qui marche avec davantage de sites. d'accord. Ok. et donc, il y a une nouvelle question d'Olivier Angelers dans le chat. Comment la variété orthographique est-elle gérée dans les corpus littéraires et les textes des corpus ont-ils été uniformisés? Non, 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 pas du tout. C'est pas. En fait, le congrès, on promeut le commun en respectant la diversité. Donc, on ne va pas toucher un texte de corpus qui est dans une variété spécifique. Pour la graphie, c'est autre chose parce que si les gens ne peuvent pas le lire, il faudra peut-être proposer dans 2 graphies, mais pour la variété, on ne touche pas. Et puis, de toute façon, les corpus sont utilisés plutôt pour la reconnaissance. Donc, les corpus audio, par exemple, c'est pour reconnaître les gens qui parlent. Donc, on a intérêt à ce que quelqu'un qui soit des Landes, quelqu'un qui soit de Bigorre, il soit reconnu tout aussi bien. Pour la production, on essaye de normaliser parce que la synthèse vocale, elle peut pas prononcer un coup comme si elle habitait dans les Landes et un coup comme si. Ah, pour la variété orthographique, normalement, il n'y a pas tant de fautes que ça. On trie les corpus en fonction de la qualité. Dans Dicodoc, on met que des œuvres dont on est sûr de la qualité. On connaît les auteurs, on maîtrise les sources, quoi. Par contre, dans l'outil pour les linguistes, on a tout mis. C'est des linguistes, ils vont pas prendre ça comme exemple. Donc, il peut y avoir un peu de tout. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a des corpus plutôt de qualité. Alors moi, j'aurais alors deux questions. La première, c'est sur, j'ai pas très bien compris pourquoi vous avez développé des outils qui génèrent des mots de passe ou des raccourcis, voilà. Et la deuxième, elle est sur les utilisateurs. Donc là, l'offre que vous présentez là elle est foisonnante. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait là, ce serait de savoir qui utilise ces outils. Et vous avez parlé des linguistes. Et donc, voilà, Adèle, on travaille pas mal avec des chercheurs. Donc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que les chercheurs font avec vos outils et dans quelle perspective. Alors, la première question pour les mots de passe et tout ça, c'est parce que des fois, on a des tâches très, très répétitives et très, très pénibles. Là, je viens de passer 3 mois à lire des listes de mots en arané. Donc, le vendredi après-midi, à partir de 3 heures, si je veux Ok. pas devenir folle, je fais des choses pour m'amuser. D'accord. Donc, c'est enfin, pas tous les vendredis, mais les jours, la semaine a été longue. Donc, c'est générateur de mots de passe, c'est gadgets, c'est des choses un peu de- c'est du loisir, on va dire. Ok, très bien. Et, c'est pour le vendredi soir. Bon, Puis bon, un c'est très rapide. un loisir qui pour moi est très singulier, mais voilà. Oui, non, ça reste du travail, mais disons que c'est ça. Souvent, ça, c'est des choses, des petits projets de vendredi pour finir la semaine en arrêtant de lire des mots. Euh, la deuxième question, le public. Alors, ça dépend des outils. Dans Dicodoc, on a beaucoup d'apprenants ou des enseignants qui vont chercher et ils sont d'un peu toute l'Occitanie, beaucoup Languedoc, Gascogne quand même et Île-de-France. On a pas mal d'utilisateurs en Île-de-France. Mais après, pour le reste, c'est vraiment réparti un peu partout. Après, bon, pour le type d'utilisateur, c'est les retours qu'on a quand on fait des événements ou qu'on croise des gens. Donc là, ça va. On a beaucoup des gens du milieu occitan qui nous font des retours.
mais vraiment beaucoup des apprenants. Pour les chercheurs, on est en train de préparer un outil qui s'appellera lexicographie. On en a un qui s'appelle Laboratory, mais c'est pour rechercher de manière plus avancée. Par exemple, au lieu de juste chercher un mot comme ça, ils vont pouvoir chercher avec des expressions régulières, de préciser la catégorie grammaticale, tout ça. Eux, c'est pour pouvoir observer les usages, souvent plus que d'avoir des prescriptions, puisqu'ils sont linguistes, ils n'ont pas besoin de prescriptions. Des fois, ils vont voir dans le dicodoc pour savoir qu'est-ce qu'on a prescrit, mais eux, c'est plutôt observer l'usage. Donc, c'est des outils qui sont un peu différents. Et ils vont avoir besoin de choses aussi spécialisées. Le phonétiseur, on a un outil qui permet de taper un texte et de le passer en alphabet phonétique international. Ça, je pense pas qu'un collégien en ait besoin, quoi. Donc, on va avoir à la fois des outils plus spécialisés et à la fois des corpus plus larges parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est observer plus l'usage. Mais ça veut dire qu'ils vous demandent de développer des outils ou comment ça se passe? Non, on les met à disposition. D'accord. On sait, après, je veux dire, des linguistes ou des lexicographes, on en a eu chez nous, donc on sait de quoi ils ont besoin. Mais en fait, c'est pas tant de développer les outils, c'est que comme on a les ressources, on les a constituées pour le traitement automatique des langues, pour les IA. Donc autant les mettre à disposition. Après, construire un outil comme ça ne prend pas un temps monstrueux non plus. C'est la constitution des ressources qui est longue. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Alors, je lisais donc Christophe Cognard qui disait ça donne envie d'apprendre l'occitan. En tout cas, il y a Allez-y. des ressources, hein. Et alors, il y aura peut-être d'autres questions, mais on est à la fin, on aurait peut-être pas dû commencer par ça, mais quelqu'un qui son vendredi après-midi, décide de développer un générateur de mots de passe, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel est votre parcours, enfin, au-delà de vos compétences linguistiques, c'est quoi votre parcours professionnel et vos compétences? Alors, j'ai fait une double licence psycho et occitan. Et puis, je sais pas, la psycho, je vous avoue que j'ai séché les cours pendant un semestre pour apprendre à coder. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'école, il y avait pas d'école d'informatique du tout. Donc, j'avais passé 6 mois chez moi où j'avais du mal avec la fac, donc j'avais appris à coder puisque j'aime pas m'ennuyer. Et après, j'ai fini mon master en psycho. En parallèle à ça, j'avais déjà travaillé comme bénévole dans une radio associative occitane. Et un de mes premiers emplois, c'était au CIRDOC, comme webmaster. J'ai eu de la chance, au moment où je sortais des études, ils cherchaient un webmaster. Et donc, comme des gens qui avaient un diplôme d'informatique et d'occitan, ça n'existait pas, ils prenaient sur compétences. C'est une époque où le milieu occitan recrutait énormément sur compétences parce qu'il y a eu une explosion des emplois, entre guillemets, pour toute proportion gardée, et avec des doubles compétences à chaque fois. Donc, il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été faits comme ça. Donc, j'ai fait un an de webmaster au CIRDOC. Et après, j'ai travaillé à La Semaine, qui était un journal papier à l'époque, et je suis allée pour leur créer le journal numérique, entre autres choses. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le web. Après, je suis partie travailler au Congrès, où au début, c'était vraiment comme webmaster, et mon poste a vraiment beaucoup évolué parce qu'il y a toutes ces technologies de la langue qui sont arrivées et tout. Donc, je suis retournée pendant un an à la fac pour faire un master 1 de linguistique et informatique pour me mettre un peu au courant de ce que j'étais déjà en train de faire au final. Donc, c'est un parcours un peu atypique, mais bon, c'est vrai que dans les langues minorisées, c'est pas normal, quoi. Ça arrive assez souvent. Ok, merci. Je vois qu'il y a peut-être une question du côté du CIRDOC qui sera peut-être la dernière question. Je vous laisse la parole. Ce sera peut-être pas la plus intéressante non plus, mais je voulais savoir si le dictionnaire de rimes, qui est toujours un peu compliqué à trouver, sera intégré à l'application smartphone du Congrès, parce que on a quand même pas mal de gens qui aiment faire de la musique, écrire des chansons, écrire des poèmes en occitan, et je trouve que le dictionnaire de rimes, c'est un bel outil. Il est un peu difficile à trouver, un peu caché. À savoir si... Alors, je pensais le mettre dans lexicographie, plutôt le futur portail pour les spécialistes, mais si vous dites qu'il y a du grand public qui l'utilise, peut-être qu'on va penser à l'intégrer au Dicodoc. Le problème, c'est que pour le moment, le Dicodoc, il est fait en Joomla, et c'est par un prestataire, et c'est quand même compliqué de faire des traitements complexes, alors que pour faire le dictionnaire de rimes, il faut phonétiser. Donc, bon, quand on refera peut-être le Dicodoc avec une autre technologie, ce sera plus simple. Par contre, pour l'appli mobile, ça peut peut-être se faire assez vite. Je vais y réfléchir. Ça peut être l'occasion. On a pour projet là d'y rajouter l'aranais et donc le catalan dans peu de temps, et peut-être c'est l'occasion d'y rajouter les rimes.
Merci. Merci pour la remarque. Et là, on se rapproche du vendredi après-midi, donc c'est la liste de courses. Donc, si vous voulez proposer des choses à Or, c'est maintenant, là. Bon, ben, je ne sais pas s'il y a une dernière question, dernière remarque. Il y avait juste une remarque d'Anne-Claire qui doit nous quitter, qui nous a déjà quittés et qui dit bravo pour ce magnifique travail et nous souhaite une bonne journée. Voilà. Bon, ben, Et le président du Congrès, une fois de plus, va féliciter Or, sans qui nous ne serions rien. Seriam pare senza che lo fenno. Avec compris. Je suis toujours très admiratif, d'autant que ma formation en informatique est des plus lamentables. Bah après, tu travailles sur des choses beaucoup plus intéressantes. Moi, je ne pourrais pas gérer une armée de linguistes en colère. Chacun ses compétences. Oui, et puis il faut chercher aussi les financements. Oui, aussi. Mais c'est vrai que je ne croyais pas, lorsque le congrès a commencé en 2011, qu'aujourd'hui nous serions aussi avancés. Parce qu'en 2011, en termes d'informatique, en Occitan, c'était vraiment le balbutiement. Oui, c'est vrai qu'on est quand même, quand on fait un peu le bilan, quand on a 5 minutes pour faire des bilans, on est agréablement surpris, hein. La feuille de route, je ne pensais pas qu'on avancerait autant, par exemple. Oui, Mais parce finalement, que d'avoir pu procéder par ordre et d'avoir eu les éclairages des autres langues qui nous ont dit là, n'y allez pas, ou plutôt faites dans cet ordre ou quoi, ça nous a vraiment beaucoup aidé. On est plus nombreux que ce qu'on croit. Parce que s'appuyer sur le logiciel libre, le traducteur, on l'aurait fait de zéro, on n'aurait jamais fini. Mais Apertium, il a été fait par plein de gens de partout pour plein de langues et on a eu juste à prendre la technologie qui existe. Et je trouve que c'est une belle morale pour la fin de dire que quand même le collaboratif, le contributif, on parle beaucoup des mauvais côtés d'Internet et pas assez de ces bons côtés-là, quoi. Wikipédia, 80 000 articles faits par des gens gratuitement qui peuvent nous servir à entraîner nos IA ou voilà, Apertium, des gens qui ont développé, qui passent des nuits entières à développer, c'est un des chouettes côtés d'Internet. Et sans ce côté-là, les langues minorisées, ben, on n'existerait pas sur le numérique. Tout à fait d'accord. Bon. Eh ben, merci encore, Orsegui, pour votre intervention qui était très riche, qui était même foisonnante. Et, Merci à vous. et donc voilà. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous alors dans quelques semaines sur le carnet de recherche hypothèse pour retrouver ces captations. On vous proposera aussi sans doute avant l'été, on n'a pas encore balisé ça, mais on vous proposera sans doute une autre séance du webinaire. Et je profite, parce qu'on est vendredi midi, je profite de la fin de ce webinaire pour vous inviter à nous proposer, à nous suggérer des thématiques pour les prochaines séances du webinaire, hein. Si vous avez des choses, si vous voulez nous présenter, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Orsegui, merci à vous et merci aux autres participants. Merci Merci. beaucoup. Merci. Adicias. À vous. Au revoir. Merci, au revoir.